Très bien. Alors, mes chers collègues, nous reprenons nos travaux pour l'audition de M. Thierry Vincent, journaliste et auteur remarqué sur la question des Black Blocs. Je vous remercie tout d'abord d'avoir accepté de répondre aux interrogations de notre commission d'enquête. Nos travaux portent sur les scènes de violence, qu'elles soient urbaines ou rurales, qui ont pu émailler les manifestations et les rassemblements qu'a connus la France au cours du printemps dernier. Nous devons apprécier la réponse opérationnelle donnée par les autorités, aussi bien administratives que judiciaires, mais aussi, et c'est le sens de votre présence, nous interroger sur les auteurs de ces violences, sur leur motivation et sur leur méthode. Nous auditionnons donc un certain nombre de chercheurs, de journalistes, ce qui a conduit à vous adresser une invitation. Je précise que nous disposons d'une heure et que, comme vous concluez les travaux de la journée, il n'est pas exclu que nous puissions un petit peu déborder si c'est nécessaire. Par ailleurs, un questionnaire vous a été transmis par notre rapporteur, M. Boudier. Donc, ça nous intéressera évidemment d'avoir également des réponses écrites dans la mesure où tout... Pardon ? D'accord. Très bien. Non, parce que là, on va surtout vous interroger sur un certain nombre de points qui peuvent intéresser les membres de la commission. Alors, avant de vous faire prêter serment et de passer la parole à monsieur le rapporteur, il est de coutume que le président puisse poser les premières questions, là aussi pour engager la discussion. Et donc, je commencerai par la question peut-être la plus évidente. Qui sont les Black Blocs ? Quelle est leur sociologie ? Est-ce qu'elle est repérable en termes d'âge, de sexe, de catégories socio-professionnelles, de lieux de résidence? Est-ce qu'on est plutôt en milieu urbain, milieu rural? Enfin, si tant est que vous disposiez d'éléments de ce type-là. On nous parle d'une évolution récente avec une présence accrue de jeunes femmes. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez, vous, dans vos observations et vos analyses? Et puis, en second lieu, nous savons qu'il existe une forme d'idéologie et de code d'action des Black Blocs. Comment se passe leur cohabitation en manifestation avec d'autres groupes aux visées différentes. Ça a été le cas, on nous a signalé présence de personnes qui ont commencé à s'engager au moment des Gilets jaunes et qui continuent de le faire aujourd'hui lors de certaines manifestations. Bien entendu aussi les organisations syndicales ou encore des individus qui peuvent être plus intéressés par des pillages de commerce le long des cortèges et qui nous ont été décrits comme étant là quelque sorte par opportunité lorsque, évidemment, des manifestations sont organisées. Alors, Monsieur Vincent, avant de vous donner la parole et en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement de nos assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc, je vais vous demander tout d'abord d'allumer votre micro, de lever la main droite et de dire... Alors, le micro est allumé, là, oui. Oui. Donc, je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous remercie, Monsieur Vincent, et donc je vous passe tout de suite la parole et ensuite on enchaînera avec Monsieur le rapporteur. Oui, vous m'avez dit que c'est assez évident vos questions, mais enfin, la réponse n'est pas du tout aussi évidente et ça fait beaucoup de questions en une parce que là, vous me demandez beaucoup, et vous me faites l'honneur de me demander beaucoup. Il ne faut pas croire que je sais tout aussi sur cette mouvance. Si vous voulez, ça fait une dizaine d'années que je suis un petit peu ce courant. Disons que alors je le rappelle à chaque fois, je crois que maintenant vous le savez, puisque c'est même dans vos questions, mais le Black Bloc n'est pas ni un groupe, ni une idéologie, ni des groupes de groupes. C'est une méthode de manifestation qu'on connaît, qui consiste à s'habiller en noir pour ne pas être identifiable, à faire bloc, comme son nom l'indique, et qui repose sur la solidarité dans le groupe, dans l'action, etc., et qui s'en prend... le plus souvent au symbole du capitalisme et aux forces de l'ordre. Mais il y a eu, par exemple, dans les pays de l'Est, vous avez eu aussi des Black Blocs d'extrême droite, reprenant la même méthode, et même en France,
notamment après le meurtre épouvantable de Lola, il y a eu quelques manifestations d'extrême droite où on a retrouvé des black blocs, enfin ce type de méthode d'anonymisation en noir, où là ils s'en prenaient pas en l'occurrence aux forces de l'ordre, mais enfin aux journalistes qui étaient là. Donc là vous me demandez beaucoup. Alors si vous voulez, je vais tirer à gros traits, puis vous allez probablement me poser des questions. Moi je distingue ce que j'appelle le black bloc un peu historique, canal historique si on veut, et ce que c'est devenu maintenant, parce que je pense que ça a beaucoup changé depuis les Gilets jaunes, et puis même là, dans ce mouvement, et je constate que ça évolue de plus en plus, c'est-à-dire qu'au départ, c'est difficile d'établir un profil type. Ce ne sont pas, contrairement le black bloc historique, ce ne sont pas forcément des fils de bourgeois privilégiés, de milieux aisés, etc., contrairement à ce qu'on dit. Profil type, alors c'est pas non plus forcément des prolétaires très défavorisés. Je suis obligé de tirer des gros traits. C'est caricatural ce que je dis, j'en ai bien conscience. J'essaye un petit peu de tirer des grandes lignes. Et c'est plutôt des personnes jeunes et à capital culturel élevé, c'est-à-dire souvent étudiants, lycéens aussi, parce qu'il y a des très jeunes, avec des parents aussi à capital culturel élevé. Ce qui ne veut pas dire forcément bourgeois. Fils de prof n'est pas un fils de bourgeois, ou vous voyez, ou d'intermittent du spectacle, etc. Donc dire que c'est des fils de bourgeois est assez caricatural. Vous avez aussi toujours eu des gens de milieux plus défavorisés, mais c'est vrai que et moins avec un moindre capital culturel élevé, qui ont fait moins d'études, mais c'était relativement marginal. Là, c'est en train, et c'est ça peut-être qui est inquiétant pour les pouvoirs publics, c'est que c'est en train de devenir de se répandre en fait cette technique, et au-delà de ça, parce que l'idée maîtresse des activistes du bloc est que défiler dans le cadre normal préétabli par l'État et les syndicats d'une manifestation de telle heure à telle heure, j'allais dire sagement, enfin tranquillement comme on manifeste normalement, n'est pas efficace et ne suffit pas à obtenir satisfaction. On entend beaucoup ça. On entend beaucoup ça. Finalement, je parle familièrement volontiers, mais moi j'entends ça de gens tout à fait ordinaires, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Dire, finalement, les black blocs, bon, moi je fais pas ça, mais enfin bon, ils n'ont pas tout à fait tort. Si on fait pas ça, on n'obtient rien. Et d'ailleurs, je note que votre commission fait des enquêtes sur des événements. Vous faites démarrer votre commission d'enquête à partir du 16 mars, où effectivement, là, vous avez un basculement, puisqu'il y a le 49.3. Bon, moi, je n'ai pas jugé, mais de fait, le 49.3 a été perçu comme une mesure autoritaire et antidémocratique, et ne respectant pas la volonté du peuple, puisque les gens disent de toute façon qu'on manifeste ou pas, on manifeste gentiment. Les sondages, tout montre que le projet de réforme des retraites, les Français n'en veulent pas, et bien malgré tout, ça passe. C'est pareil pour le référendum d'initiative partagée. Bon, alors je sais bien que juridiquement, le Conseil constitutionnel a mis l'argument juridique pour avoir invalidé cette demande, mais de fait, c'est perçu par les gens comme un refus d'écouter en fait le peuple, et comme le signe que dans notre démocratie, les voies du dialogue, de la concertation constructive, etc., ne fonctionnent pas. Donc moi, je crois que l'idée que la manifestation classique à la papa, je dirais entre guillemets, ça ne marche plus, ça suffit pas. Il faut aller un cran au-dessus, et une certaine dose de radicalité et probablement une certaine dose de violence. Et vous avez pas plus de gens que ce qu'on pense qui pensent ça. Vous avez un niveau d'acceptation de la violence en manifestation qui est grandissant de la part de gens tout à fait ordinaires. Ça a commencé un petit peu avec les Gilets jaunes. Je pense que la réponse extrêmement ferme, certains diront violente, puisque la police était accusée de violence, et l'utilisation d'armes de plus en plus sophistiquées aussi dans les manifestations, a en tout cas de fait suscité un sentiment anti-police assez virulent, très très virulent même. On l'entend dans les slogans. Moi, ça me frappe de voir que par rapport à 2016, la loi travail, où la méthode du bloc est arrivée en France, vous aviez plutôt des slogans politiques anti-capitalistes. C'est un slogan classique. Voilà, des slogans de ce type qui sont révolutionnaires, anticapitalistes, des slogans de l'extrême gauche assez classiques. Là, vous avez quand même beaucoup de slogans visant
explicitement la police. Quand on observe que les moyens déployés par les forces de l'ordre ou mis à la disposition des forces de l'ordre sont de plus en plus importants, des armes de plus en plus sophistiquées. Il y a aussi beaucoup de blessés et de mutilés quand même. Et en tout cas, c'est perçu comme ça. Hein. Tout le monde, les gens disent que la police mutile, etc. C'est ce que vous entendez dans les manifestations, en tout cas dans le cortège de tête. Hein. Et en fait, force est de constater que l'augmentation des moyens accordés aux forces de l'ordre n'a pas permis une diminution des violences en manifestation. Et moi, je pense qu'il y a on est dans un phénomène d'escalade un petit peu si vous voulez, des deux côtés. La police devient plus ferme ou plus violente parce que les manifestants sont plus violents, qui eux-mêmes vont dire, puisqu'ils sont violents, on va être violents, vous voyez, c'est la poule et l'œuf. Je ne vais pas rentrer dans le débat qui a commencé, mais de fait, on n'est pas du tout dans une situation ou dans une stratégie, me semble-t-il, de désescalade. Donc sur le profil... pour revenir à votre question plus précisément, c'est vraiment de plus en plus monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a pas que moi qui le dis, les policiers le disent. Je me rappelle du procureur de Rennes qui, après les manifestations du 1er mai, avait accordé une interview et il était très étonné, il disait c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. Des gens qui souvent n'ont pas de casier judiciaire, qui sont des gens insérés, qui ont un travail très surprenant, des gens, pardon, plus âgés aussi qu'avant, de tous âges. Alors effectivement, beaucoup de femmes, de plus en plus, je pense, oui. De plus en plus aussi de milieux populaires. Et c'est vraiment en train d'infuser. Il ne faut pas voir le bloc comme étant des éléments totalement isolés du reste de la manifestation, des excités fous furieux qui sont complètement coupés du reste des manifestants. Vous avez, en fait, ça n'est que la pointe la plus spectaculaire, la plus radicale en fait d'une colère sociale, où vous avez toutes les gradations de la colère, et ça gagne aussi des gens qui auparavant étaient, ou qui sont même encore investis dans les syndicats, quoi, pour répondre très grossièrement à votre question. Merci beaucoup. Et par rapport à la deuxième partie finalement de la question, par rapport, je dirais, aux autres profils de manifestants, comment vous voyez un peu s'il fallait donner des éléments de description qui seraient spécifiques au Black Bloc, quels seraient-ils selon vous? Le Black Bloc, si vous voulez, vous êtes Black Bloc le temps d'une manifestation. Hein, comme j'ai dit, c'est une pratique. Donc, vous ne l'êtes que le temps de la manifestation. La définition, en fait, c'est que vous vous habillez en noir, vous vous cagoulez. Ils ne se connaissent pas entre eux, hein, mais un cagoulé en noir, entre guillemets, si vous voulez, va être d'emblée solidaire d'un autre cagoulé en noir, va essayer de l'extraire d'une arrestation s'il y a un problème, etc. Il y a pas, c'est pas des gens qui se connaissent. Donc ça gagne de plus en plus tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, au départ, je pense vraiment que c'est en train de gagner de plus en plus des manifestants. À l'origine, c'est vrai que c'est plus des milieux d'ultra-gauche, comme la presse aime bien le dire, disons, issus de l'extrême gauche révolutionnaire, avec une certaine culture politique, des objectifs politiques précis, construits, etc. Là, c'est de plus en plus le symptôme ou le signe d'une colère sociale et même d'une rage sociale. Donc vous avez un peu tout type de profil. Alors évidemment, dans ceux qui sont vraiment actifs, qui vont s'affronter avec la police, etc., pour des raisons évidentes, vous allez plutôt avoir des jeunes, parce que c'est quand même très physique, pour des raisons tout à fait évidentes comme ça. Mais sinon, je dirais que c'est vraiment... Et j'essaye pas c'est pas une manière d'éluder votre question que de dire ça, mais parce que moi, ça m'a frappé. Il y a de moins en moins, justement, de caractéristiques propres au Black Bloc et aux éléments radicaux en général, et même au cortège de tête, parce qu'il faudrait aussi parler du phénomène du cortège de tête et du pré-cortège, qui est un phénomène très intéressant, parce que quand le 1er mai, vous avez, selon Gérald... Alors, on va comparer les chiffres de la police avec les chiffres de la police. Hein, voilà, on sait que ce n'est pas les mêmes que les syndicats, mais bon. La police dit qu'il y avait 112 000 personnes à Paris. Gérald Darmanin dit qu'il y avait 2000 Black Blocs et éléments radicaux et 20 000 personnes dans le pré-cortège, ou cortège de tête, comme disent les manifestants. Donc le cortège de tête, ce sont des gens qui manifestent devant la manifestation, hors syndicat. Donc, quand vous manifestez hors syndicat, c'est quand même un signe de défiance envers les organisations institutionnelles que sont les syndicats, et c'est une manière d'exprimer aussi, en tout cas, une certaine indulgence ou une certaine compréhension
voire un certain soutien à ceux qui commettent des exactions. Donc 20 000 personnes, c'est énorme. Vous vous rendez compte, c'est entre un 5e et un 6e de la manifestation qui, d'une manière ou d'une autre, manifeste une certaine solidarité, compréhension, à dire, indulgence vis-à-vis de ceux qui manifestent de manière illégale. Donc c'est pas un phénomène marginal qu'on peut limiter et essayer de catégoriser en disant c'est tel groupe d'ultra-gauche, c'est tel... vous voyez, même si à l'origine c'est ça, mais ça a infusé beaucoup plus largement. Et moi, ce que j'entends, c'est parce qu'ils ne croient plus en la démocratie et dans les formes classiques de dialogue. Ils ne croient plus que ça puisse amener un progrès. Voilà. Donc je sais que je n'ai pas bien répondu à votre question, mais j'ai beaucoup de mal à définir un profil type. Je vous dis au départ, pour résumer, c'est plutôt des milieux intellectuels, etc., assez politisés, avec une grande culture politique, animés d'une idéologie révolutionnaire anticapitaliste. Et maintenant, c'est en train de se diffuser beaucoup plus largement vers des gens qui sont simplement mus par une véritable colère sociale, quoi. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à notre rapporteur. Je vous en prie, monsieur le rapporteur. Oui, merci, monsieur le président. On a bien compris à la fois une diversification des profils, une forme aussi de désaffiliation idéologique pour de nouveaux entrants, j'allais dire, pardon le terme, dans cette méthode d'action. Et c'est effectivement une analyse qui recoupe d'autres analyses qui ont pu être faites devant notre commission. Deux questions. Un certain nombre de nos interlocuteurs ont indiqué que certains individus participant au bloc reçoivent des formations, participent à des formations. Est-ce que vous avez des informations de ce type? Si oui, de quelle nature? Et cette formation, pour dire les choses clairement, je crois que le DGPN a parlé de formation, et ça a été confirmé par ailleurs. Nous n'avons jamais vraiment été éclairés sur le type de formation concernée. Est-ce que vous avez... Je finis, monsieur, pardon. Monsieur Vincent, je termine mes questions. Non, mais je vous en prie. Ce sera plus simple de répondre à toutes les questions en même temps. Deuxième question, sur les liens avec l'étranger, ou des pays étrangers, et en particulier Italie-Grèce. Il semblerait qu'il y ait là des phénomènes de communication, voire même d'échange de pratiques, peut-être même de formation. Est-ce que vous avez sur ce sujet des précisions à nous apporter? Puis une dernière question, je sais qu'il est très difficile d'y répondre, mais je me dois de vous la poser, c'est en termes d'effectifs, c'est quoi? C'est-à-dire celles et ceux, si on raisonne à l'échelle nationale, on a des chiffres ponctuels sur des blocs dans des manifestations. Ça va généralement de 200, 150 à 600 personnes, parfois un tout petit peu plus. C'est quoi à l'échelle nationale, selon vous, et selon la connaissance que vous avez de ce milieu, si j'ose dire? Il faut que vous rebranchiez votre micro. Oui, voilà, pardon. Pour ce qui est des formations, je sais que c'est un bruit qui court que j'ai entendu. Moi, je n'ai j'ai jamais constaté ça, ni jamais entendu des éléments radicaux, des personnes, des militants radicaux en parler. J'ai posé la question, on m'a jamais répondu que ça existait. Je ne sais pas de quelle formation il s'agit. Alors, la police a peut-être plus d'informations que moi, hein, c'est possible. Ils sont plus à même de savoir. Moi, je constate qu'il n'y a jamais par exemple, de camps d'entraînement qui a été démantelés ou de choses comme ça, ou de réseaux, pour l'instant. Donc, je n'ai pas ces informations concernant les formations. Je ne connais personne qui se livre à ce genre de formation, semble-t-il. Les liens avec l'étranger, la Grèce et l'Italie. La Grèce est un pays, effectivement, où les Black Blocs où la mouvance anarchiste est très, très importante depuis très longtemps, et elle a été très active au moment de la crise grecque, à partir de 2007-2008. Vous avez à Athènes tout un quartier anarchiste qui s'appelle Exarchia, c'est assez impressionnant. Je pense que c'est unique en Europe, où même la police a parfois du mal à rentrer. Et effectivement, les manifestations en Grèce, c'est quelque chose qui est assez hallucinant quand vous venez de France, parce que là, on est à une échelle différente. Vous avez des cocktails Molotov, et vous, c'est à chaque manifestation, des pluies de cocktails Molotov. J'exagère peut-être un peu, mais très très régulièrement. Voilà. Donc moi, j'ai pas d'informations. Je suis allé en Grèce pour faire des reportages là-dessus, mais j'ai pas d'informations particulières sur les liens qu'il peut y avoir avec la Grèce. Il est possible que,
probable que la Grèce et les émeutiers grecs dans les années 2008-2010, au moment où on voyait des images très très spectaculaires à la télévision, je ne sais pas si vous vous souvenez, très probable que ça exerçait une certaine forme de fascination chez certains. Je n'ai pas connaissance de liens particuliers, organisationnels avec la Grèce. Je n'ai même jamais, dans les manifestations, on entend parfois parler des langues étrangères. Donc j'ai entendu parler parfois allemand, italien, grec. Je n'ai jamais entendu, mais je ne peux pas affirmer que ça n'existe pas. Bon, l'Italie, c'est aussi un pays où l'extrême gauche est assez forte depuis très longtemps, depuis les années 70. Elle est restée assez forte sous une autre forme. Donc c'est assez logique qu'il y ait des liens, mais pour moi, de ce que j'ai constaté, ce sont des liens, si vous voulez, on est dans un monde mondialisé. La mondialisation ne concerne pas que les élites, elle concerne aussi ou des gens comme ça, y compris des gens de milieux subversifs. Il y a aussi tous les programmes Erasmus qui font qu'on voyage beaucoup plus facilement. Donc il est assez logique que des liens se développent. Il est assez logique que si vous êtes militant d'extrême gauche, vous ayez plutôt envie d'avoir des liens avec des gens de la même mouvance et qui ont un peu cette même sensibilité. Après, de là, en déduire des liens organisationnels, ça relève plus de services de renseignement. Moi, j'ai pas de... Quand j'étais en Grèce, par exemple, dans les manifestations en Grèce, j'ai pas vu de Français, ou très marginalement, mais bon, je me souviens pas avoir vu de Français. Il y avait quelques Anglais, mais voilà, quoi. Je suis désolé, je ne peux pas répondre plus précisément. Et vous me parliez aussi... Ah oui, le chiffrage. Je suis désolé, je vais être obligé de vous faire la même réponse pour le coup. Vous savez, je ne peux pas les compter un par un. Moi, je crois que mais vous les avez interrogés, mais je crois qu'il y a les services de renseignement. Je crois qu'il y a 2200 fichiers S, je crois, hein, dans le milieu... Enfin, de militants d'ultra-gauche en France. Je ne peux pas vous dire tellement autre chose que ce chiffre. Évidemment que des gens pouvant... se livrer à des actes illégaux en manifestation, c'est plus que 2200. Hein. Et comme je vous dis, c'est en train, en plus, je pense que ce chiffre n'est pas stable et il est en train probablement d'augmenter, mais je ne peux pas, là, franchement, sur ce point précis, vous apporter mes lumières, j'en suis désolé. Très bien, je vous remercie. Par rapport à cette question des Black Blocs, est-ce que, par voie de définition, est-ce que vous avez évoqué tout à l'heure un peu le mode opératoire, en disant c'est la manière dont on va s'habiller, la manière dont on va se comporter. Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous donner des éléments plus précis de description, c'est-à-dire dans la manière d'opérer, lorsqu'un Black Bloc va dans une manifestation, que fait-il et comment se comporte-t-il ? Vous savez, je voulais vous le dire en préambule et j'ai oublié, mais dans mon livre, j'ai effectivement rencontré des personnes de cette mouvance, et c'est pour ça que j'ai voulu en faire un livre. Mais contrairement à ce que les médias ont parfois dit, c'est pas une infiltration que j'ai faite. C'est, si vous voulez, une immersion. C'est pas une infiltration. Je fais la différence parce que je me suis toujours présenté comme journaliste. J'ai pas voulu non plus me retrouver dans des situations ambiguës où, si je m'étais fait passer pour un militant, j'aurais assisté peut-être à je sais pas quoi. Enfin, moi, j'ai pas envie d'être au milieu je caricature, hein, mais de gens qui préparent des cocktails Molotov, etc. J'ai pas envie de me retrouver dans ce genre de situation. Donc, je constate simplement qu'il y en a eu en manifestation. Mais une fois en manifestation, si vous voulez, moi, bon, je peux observer comme ça, regarder, mais je ne sais pas forcément ce qui se passe en amont. Je ne suis pas dans les petits secrets. Je peux juste vous dire ce que j'ai vu, mais beaucoup d'autres observateurs pourront vous le dire. Je pense qu'il y en a certains d'abord qui vont en manifestation, pas forcément au départ dans l'idée de se dire à ce coup-ci, ça y est, je suis en Black Bloc, je vais faire Black Bloc. Il y en a beaucoup c'est un peu l'opportunité. Ils ont peut-être les vêtements noirs dans leur sac ou un truc noir comme ça, de quoi se mettre un masque au cas où. Et puis ils voient un peu, suivant le rapport de force, suivant si ça s'y prête ou pas, suivant s'il y a beaucoup de gens radicaux prêts à passer à l'action, ils voient en fait s'il y a moyen, entre guillemets, de faire quelque chose. Mais ils n'ont pas forcément, à mon avis, décidé au départ. Après, comment ils opèrent, on le voit, bon, on l'a vu sur les images télé, mais comment dire, moi, il
il y a des gens que j'ai vus, mais enfin, si vous voulez, une fois qu'ils ont une cagoule, je sais plus qui c'est, moi, les gens. Donc, alors, je vois comme tout le monde, comment, bon, qu'ils essayent pour ne pas être identifiés, parfois de se cacher avec des ustensiles comme des parapluies, ou se cacher derrière une banderole, ou que certains, qu'il y ait une certaine répartition des tâches, mais ça, n'importe qui le voit, même en regardant la télé. Hein. Vous avez ceux qui vont, avec le burin, casser des cailloux pour donner des munitions, entre guillemets, aux autres. Vous avez ceux qui vont simplement faire le guet pour voir, un peu prévenir de où est la police et tout. Mais moi, j'ai l'impression que ça se fait relativement spontanément. Je ne sais pas, en fait, ce qui est préparé exactement en amont, mais moi, j'ai l'impression que c'est relativement spontané, à tel point que parfois on voit des gens qui, je pense, vraiment au début n'avaient pas prévu de s'affronter, par exemple, avec la police, qui ne sont même pas cagoulés. J'ai vu un monsieur de 45 ou 50 ans qui, énervé, a jeté un projectile sur la police, par exemple. Donc, moi, je n'ai pas connaissance, disons, de groupuscules vraiment structurés, préparant très, très méthodiquement et de manière militaire ce genre d'action. Mais de toute façon, si c'était le cas, c'est pas moi, journaliste, qui irait le dire et qui se confierait. Très bien, je vous remercie. Je me tourne vers les collègues. Y a-t-il des demandes de... Oui, monsieur Taverne, je vous en prie. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, Monsieur Vincent, déjà, merci pour vos propos, vos explications. Alors moi, j'aurais deux questions. Vous avez parlé des violences, l'escalade, la désescalade, etc. Donc, je pense pour l'essentiel, les forces de l'ordre cherchent la désescalade. À votre avis, la réponse policière est-elle adaptée par rapport à la violence commise par les Black Blocs? Est-ce que vous pensez que justement la réponse policière vient du fait que les violences de ces individus, cette violence en fait est de plus en plus importante, et moi je parle de violence radicalisée. Quand on utilise ne serait-ce que effectivement des cocktails Molotov, des boules de pétanque, des pavés et même des engins explosifs improvisés, c'est pour blesser voire pour tuer. Alors que les policiers utilisent des moyens, donc on revient encore sur un détail, mais pourtant qui a son importance, c'est que ce ne sont pas des armes de guerre qu'utilisent les policiers. On parle de classification. Donc est-ce que vous pensez que justement il y a vraiment une radicalisation de la violence de la part des Black Blocs qui entraîne une réponse plus importante de la part des forces de l'ordre? Et vous avez évoqué des Black Blocs après l'affaire Lola d'extrême droite. Est-ce que vous pensez que la grande majorité des Black Blocs font partie de l'extrême gauche, voire de l'ultra-gauche? Merci. Il faut que vous remettiez votre micro, s'il vous plaît. Chaque fois, j'en suis désolé. Alors, moi, je constate, je vais répéter un peu ce que j'ai dit, mais je constate qu'il y a eu une réponse de plus en plus ferme de la police, à l'exception d'ailleurs de quelques épisodes que j'ai rappelés, et des moyens de plus en plus importants. Par exemple, à Sainte-Soline, je crois que vous aviez 4000 policiers. Alors, 4000 policiers, on n'a pas trop idée de ce que c'est, mais 4000 policiers pour une manifestation, je crois, 8 ou 10 000 personnes. Enfin, c'est énorme. À titre de comparaison, à Paris, c'est rare qu'il y ait plus de... Je crois que là, le 1er mai, il y avait 5 000 ou 6 000 forces de l'ordre à Paris. Donc, 4000 policiers à Sainte-Soline, c'est absolument énorme par rapport au nombre de manifestants. On peut pas dire que les moyens mis en œuvre, plus on a mis beaucoup de moyens pour la police, plus on en a mis, plus la réponse a été très très ferme. J'ai bien compris que vous appelez de vos voeux une réponse plus ferme, mais je ne suis pas sûr que ça soit forcément approprié, parce que d'abord, dans cette fermeté que vous appelez de vos voeux, et dans cette disons, répression accrue, vous avez toujours le risque que des gens qui n'ont rien fait se fassent soit les victimes finalement collatérales et payent pour si vous voulez, les peines et les poursuites judiciaires en France, heureusement, sont individualisées. Vous pouvez pas, c'est pas parce que vous faites partie un moment d'un groupe, parce que géographiquement vous n'étiez pas loin, vous êtes dans le cortège de tête, il y a quelqu'un qui a commis des dégradations, qu'on peut vous accuser de ces dégradations. Donc c'est extrêmement difficile de cibler précisément les personnes vraiment directement responsables des dégradations. Et vous avez beaucoup de gens qui sont en garde à vue, vous l'avez noté, qui sont
relâchés même sans poursuite, parce qu'en fait, il n'y a pas d'éléments contre eux. Alors, je sais bien que certains me diront, c'est parce que la justice est trop laxiste, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'éléments qui ne sont pas coupables. Oui, c'est sûr, c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve que vous êtes relâché sans preuve, ça ne veut pas dire que vous êtes innocent. Mais enfin, dans le principe du droit français, il faut qu'on prouve votre culpabilité. Et à mon sens, ça doit s'appliquer dans ce cas-là comme dans d'autres. Sinon, c'est un engrenage dangereux. Mais vous regardez simplement, historiquement, regardez les manifestations depuis 10 ou 15 ans, regardez même la loi travail et maintenant. La loi travail, il y avait eu des violences, mais c'était quand même moindre que maintenant. Et pourtant, on met plus de forces de l'ordre, on met plus d'armes, on utilise des armes qu'on n'utilisait pas avant, des armes, on m'a dit que certaines étaient classifiées en armes de guerre au niveau purement classification, je crois, hein, mais ça serait à vérifier. Mais c'est quand même, pardonnez-moi, c'est quand même des armes assez violentes et assez dangereuses. Il y a eu des dizaines de personnes qui ont été mutilées, qui ont des séquelles à vie, et qui, pour la plupart, n'avaient rien fait de très grave, ou en tout cas rien qui ne méritait ça. Donc une répression plus forte risque d'être indistincte et au contraire de radicaliser encore plus des gens, parce que beaucoup de gens disent que leur motivation pour être dans le cortège de tête est proche du bloc, et pourquoi ils soutiennent plus ou moins le bloc, ou en tout cas ils le comprennent, c'est parce que le Black Bloc est parfois perçu comme un service d'autodéfense de la manifestation. Moi, j'ai entendu le terme, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que la police est perçue, moi je ne suis pas pour rentrer dans le débat si c'est juste ou pas, j'essaie de vous expliquer ce que j'ai constaté des propos et des impressions que j'ai pu recueillir. La police est perçue comme une force ennemie et violente, et comme étant des violences. C'est comme ça peut déplaire, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'elle est perçue chez beaucoup de manifestants. Il ne s'agit pas, là on ne parle pas de l'ultra-gauche, on parle des gilets jaunes qui n'ont rien à voir avec l'ultra-gauche. C'est perçu comme ça, et encore une fois, la plupart des slogans maintenant dans le cortège de tête sont des slogans anti-policiers, plus que des slogans politiques d'extrême gauche classique. Moi je crois au contraire qu'on est dans une stratégie d'escalade. Je n'accuse pas la police en tant que telle, hein, c'est le pouvoir politique qui est responsable de ça. Mais on peut observer, par exemple, qu'il y a eu, tout le monde prévoyait une rentrée sociale difficile en septembre-octobre, à l'automne. La France insoumise avait appelé d'ailleurs à quelques manifestations, comme les syndicats, etc. Il y a vraiment eu quasiment pas d'incidents. Pourtant, ils étaient là, les Black Blocs, ils étaient là. Mais il n'y a pas eu d'exaction. Pourquoi ? Parce que le préfet Nunez, je crois, venait d'être nommé, et il avait adopté une stratégie qui consistait à ce que la police soit la moins visible possible. Parce que lorsque la police est trop visible et trop proche aussi des manifestants, c'est un élément déclencheur de tension. Il y a un moment, sous le préfet précédent, M. Lallemand, où lors des manifestations, c'est carrément tout le monde de la manifestation, vous aviez des cordons de police des deux côtés de la manifestation. Donc, si vous voulez, c'est perçu comme par certains manifestants comme quelque chose de très agressif et très violent. C'est perçu comme ça. Et regardez les manifestations de cet automne, d'ailleurs la presse l'a salué, les forces de police étaient extrêmement discrètes et il y a eu très très peu de dégradation. Je crois, moi, au contraire, que plus on va durcir la répression, plus vous aurez une réaction, ce qui est assez classique, de l'autre côté, et plus vous allez avoir des gens qui n'étaient pas violents au départ, qui vont être convaincus que c'est la seule manière de se faire entendre. Et donc, pour répondre à la deuxième partie de votre question, dans le Black Bloc, je ne sais plus maintenant qui est dans les Black Blocs, parce que ça a énormément changé. Ce n'est plus exclusivement les militants d'ultra-gauche ou d'extrême gauche, etc. Vous avez beaucoup de gens qui n'étaient pas politisés il y a 2 ou 3 ans et qui, maintenant, sont, de fait, dans le Black Bloc, ou en tout cas à l'occasion de certaines manifestations. C'est pour ça que c'est très compliqué à résoudre. Je voudrais juste, du coup, prolonger un peu la discussion, parce qu'il y a un peu un paradoxe quand on vous écoute. C'est-à-dire que, d'un côté, vous dites, finalement, le Black Bloc, c'est plutôt spontané, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'organisé, et à un moment donné, il va y avoir une expression quasi spontanée de violence. Et de l'autre côté, quand on lit votre ouvrage, il y a un moment donné où vous indiquez qu'il y a quand même un certain nombre de méthodes que l'on va retrouver. Et je vous les citez, messagerie cryptée, des SMS alertant sur la localisation des forces de l'ordre, la dissimulation d'objets défensifs dans les vêtements, la dissimulation de munitions en amont des rassemblements, parfois dans des poubelles, etc. Enfin, vous le décrivez. Oui. Donc, comment dire ? Comment est-ce que tout ça va ensemble ? C'est-à-dire que si c'est spontané,
comment se fait-il qu'on ait quand même manifestement des formes de quasi-préméditation chez certains, puisque aller, entre guillemets, planquer des munitions quelque part, ça veut dire échanger par des SMS ou sur de la messagerie cryptée, c'est qu'il y a quand même de l'intentionnalité préalable à l'action, quoi. Ça, je pense que c'est peut-être pour une minorité de militants les plus aguerris, les plus anciens et les plus politisés. Moi, je vous disais juste que, parce que, si vous voulez, si le Black Bloc ou les méthodes du Bloc ou ces méthodes violentes et très radicales étaient cantonnées à un petit milieu militant marginal d'extrême gauche, je pense qu'il n'y aurait même pas cette commission d'enquête, ça ne vous inquiéterait pas. Mais effectivement, ça, c'est pas tellement nouveau, si vous voulez. Oui, les messageries cryptées, c'est nouveau, mais vous voyez les archives, par exemple, des manifestations des autonomes dans les années 70, dans l'après-68. Je vous assure, je vous invite, si un jour vous avez le temps, enfin, vous avez sûrement autre chose à faire, c'est pas ce qui est le plus réjouissant, mais vous regardez certaines archives, où la manifestation, par exemple, des sidérurgistes du 23 mars 1979, ou celle du 21 juin 1973 contre un meeting du mouvement d'extrême droite Ordre Nouveau, c'est d'une violence inouïe, incomparable avec maintenant. Et là, vous aviez une organisation absolument incroyable. Et ça, si vous voulez, c'est pas nouveau. Oui, effectivement, il y a caché dans des poubelles. C'est pour ça que parfois, la veille des parcours, on regarde les poubelles qui sont dans la rue, les choses comme ça. Mais parfois, et donc du coup, ils les mettent dans les cages d'escalier. Donc, si vous voulez, ces techniques, oui, il y a des gens qui préparent effectivement. Mais ça, je pense, c'est les militants les plus aguerris. D'autres, c'est plus, et la majorité, je pense, c'est plus d'opportunités. Après, la plupart du temps, le matériel offensif, comme ils disent, c'est-à-dire ce qui sert de projectiles, ça se trouve plutôt sur le parcours lui-même. Vous savez, il y a beaucoup de choses. En plus, il y a plein de chantiers dans Paris en ce moment, enfin, comme depuis longtemps, mais comme dans toutes les villes. Mais du coup, en plus, vous aviez la grève des éboueurs. Ça, si vous voulez, c'est un vrai bonheur aussi. C'était une aubaine incroyable. Donc, la plupart du matériel qui est rentré, qui sert de projectile, c'est trouvé sur place. Alors après, vous pouvez avoir des burins, justement, pour enlever les cailloux, des choses comme ça. Mais donc, il y a des techniques comme ça, mais qui sont très anciennes. Et les militants extrême gauche, révolutionnaires, des autonomes jusqu'à maintenant, ont toujours eu ce genre de méthode pour déjouer les méthodes de surveillance de la police. Et puis après, si vous voulez, ils adaptent leur réponse à l'adaptation de la police et au progrès que fait la police. Par exemple, il y a les manifestations des autonomes des années 70 ou en mai 68, les gens n'avaient pas besoin de se masquer le visage puisqu'il n'y avait pas de vidéosurveillance. Donc, si vous voulez, ils s'adaptent. Ils s'adaptent avec le progrès technologique et les progrès de la police aussi. Monsieur Bellamiti, ensuite Madame Marceau, Madame Diaz et Monsieur Taverne. Oui. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Monsieur Vincent, merci pour votre exposé. À vous écouter ce soir, je dois dire que j'ai l'impression qu'il y aurait les bons et les mauvais black box. Et n'y voyez pas un trait d'humour, c'est vraiment ce que je comprends de ce que vous nous dites ce soir. Or, je ne crois pas que ce soit les conclusions de vos œuvres et de vos travaux sur la question. Quand on voit ce qui s'est passé à Sainte-Soline et quand on voit qu'il y avait des boules de pétanque qui ont été balancées, pardonnez-moi l'expression, sur les forces de l'ordre, je doute que ces boules de pétanque aient été trouvées sur le chemin champêtre menant au lieu de ces exactions. Donc, il y a bien quand même, et je rejoins les propos de Monsieur le Président, préméditation dans ces modes d'action. Il y a bien communication, il y a bien synchronisation. Et il y a à un moment donné quelque chose ou quelqu'un qui donne le là, en tout cas qui détermine comment les choses vont se dérouler. Et dans cette chose, parce que je ne sais la citer ou les citer, est-ce que vous avez pu identifier justement d'où venaient un peu ces ordres, cette chaîne de commandement? On a sur des appels à manifestation, moi je suis nantais, vous savez, donc à Nantes on connaît ça. Et je vois sur certains appels à manifestation des indications. Amenez ceci, amenez cela, venez à tel endroit précisément, habillez-vous de telle sorte. Mais ce ne sont pas des black box identifiés, ce sont des médias autoproclamés, ce sont des associations ou des groupements de faits. Donc quels sont les liens entre l'action des black box à proprement parler, avec cette préméditation en mode d'action, et ces organes qui commandent ou organisent ces manifestations? Et
Vous avez tout à l'heure parlé des gardés à vue et des gens qui ressortaient libres. Est-ce que dans le cadre de vos travaux, vous avez pu étudier les niveaux de condamnation des gens qui étaient formellement condamnés? En tout cas, est-ce que vous avez mené un travail statistique sur les black box condamnés? Quels étaient les niveaux de ces condamnations, dans les pourcentages, dans les ratios, y compris dans les catégories socio-professionnelles que vous avez tout à l'heure esquissées? Je vous remercie. Il faut que vous rebranchiez votre micro. Ça va finir par revenir. Non, je n'ai pas mené ce travail statistique, mais je pense que peut-être la police l'a fait, mais moi je ne dispose pas de tous les chiffres, donc c'est un travail qui m'est absolument impossible à faire. Donc là, je ne peux pas vous donner cette réponse. Pour ce que Sainte-Soline, je n'y étais pas, hein, mais je sais que, parce qu'on me l'a montré, qu'il y avait des boules de pétanque, des choses comme ça. Je ne peux pas vous donner d'informations particulières sur comment ces boules de pétanque sont arrivées là. Il peut vraisemblable, effectivement, qu'on les ait trouvés sur le chemin. Mais après, vous dites qui donne l'ordre, vous faites comme s'il y avait un grand ordonnateur de tout ça. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Ce sont des petits groupes informels, affinitaires, comme on dit, qui se font et qui se redéfont. Même pour moi, c'est assez mystérieux. Hein. Moi, je ne sais pas qui dit on va acheter des boules de pétanque à Decathlon, je ne sais pas quoi, qui décide. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et je ne crois pas qu'il y ait un grand ordonnateur qui donne le là, etc. Je crois que c'est plein de petits... Et c'est pour ça que le travail des policiers est compliqué, d'ailleurs. Sinon, ça serait simple. Hein. Si c'était une structure pyramidale extrêmement hiérarchisée, etc., au bout d'un moment, on trouve le lieutenant, on remonte, on trouve le chef, on coupe la tête, terminé, il n'y a plus de black bloc en France. Mais c'est pas ça. À mon sens, c'est pas ça. Et je pense que ce sont des petits groupes informels, certains des liens entre eux ou pas, ils se redéfont, mais tout ça est extrêmement mouvant. C'est une nébuleuse, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus moins, peut-être, à votre grand désarroi ou déception, où ça sera c'est moins simple à mon avis, à résoudre et à identifier. Moi, je ne sais absolument pas qui décide qu'on achète des boules de pétanque et qu'on va les amener là. Alors là, encore une fois, hein, moi je suis journaliste, hein, attention, et ils savent que je suis journaliste, et s'il y avait ce genre de... j'allais presque dire de complot, c'est pas un complot, mais vous prêtez vraiment des intentions très élaborées, un très haut niveau. Vous voyez, c'est bon. S'il y avait vraiment un vaste complot comme ça, et si Georges Soros finançait les Black Blocs, je vais loin, je grossis le trait tout à fait volontairement. Je sais bien que ce n'est pas cela que vous dites, mais vous imaginez bien que c'est pas à moi qu'on le dirait. Je pense que les services de renseignement sont peut-être plus à même de répondre, mais là, vous me posez vraiment des questions sur lesquelles je ne suis pas du tout compétent pour répondre. Très bien. Donc, Madame Arceau, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, d'être d'abord venu et de nous exposer vos recherches, ou en tous les cas, justement, j'aimerais un peu préciser, puisque vous écrivez dans la tête des Black Blocs, vous nous avez déjà donné, évidemment, pas mal d'éléments sur votre regard. Peut-être que vous pourriez un petit peu qualifier les relations que vous avez eues, peut-être un peu interpersonnelles, parce que vous avez eu l'occasion, j'ai pas bien compris, préciser un petit peu si vous les avez interrogés en face à face, comment ça s'est passé un petit peu pour savoir un petit peu, pour creuser un petit peu leur mode de pensée. Et du coup, lié à cette première question, j'aimerais savoir, même si on a senti déjà dans vos propos quelques réponses, bien sûr, mais préciser, est-ce qu'il y a forcément ou souvent adhésion aux idées soutenues dans les manifestations auxquelles ils vont? Et puis, vu justement aussi vos interventions, on sent peut-être parfois qu'il y a un besoin assez individuel pour le coup, hein, de provocation, de violence. Donc, ils viennent chercher ça, capter cela dans des manifestations. Donc, selon vous aussi, par rapport aux auditions, aux entretiens que vous avez menés, voilà, est-ce qu'ils vous ont expliqué quelle source déclenche cela chez eux? Et est-ce qu'il y aurait même un repérage dans le discours qu'ils entendent de posture radicale de certaines organisations? Est-ce qu'ils vont chercher ça? Voilà, comment, à titre pour le coup plutôt individuel, par rapport aussi à ce que vous avez pu avoir dans les entretiens individuels que vous avez eus, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu pour comprendre aussi qui sont ces personnalités aussi, comment ils sont dans leur personnalité? Et puis, de manière subsidiaire, si je peux me permettre, c'est depuis quand, selon vous, justement, il y a une forme de diversification, d'ouverture des profils? Parce que c'est vrai que vous en avez pas mal parlé, je vous remercie au départ, mais est-ce que vous situez à peu près quand? Merci. Je vais vous... Oui.
La diversification des profils, si vous voulez, c'est pas tout d'un coup un matin. Ça c'est un processus continu et lent depuis plusieurs années. Mais c'est vrai que ça date surtout de l'épisode des Gilets jaunes, qui eux ont été confrontés à une réponse policière très forte, avec beaucoup de blessés. Ils ont en tout cas perçu ça comme des violences policières, et donc il y a eu une sorte d'alliance avec les Black Blocs qui leur ont qui leur ont prêté main forte en fait, et qui leur ont un petit peu montré comment se défendre selon leurs termes contre la police, etc. Je crois que c'est plutôt ça qui a amené beaucoup de gens. Et là, pareil pour le mouvement social des retraites, c'est la durée du mouvement, le succès du mouvement, et malgré ce succès, qu'il n'y ait aucune avancée, qui en a probablement désespéré certains, et convaincu que cette méthode illégale était la bonne méthode, probablement. Pour ce qui est de vos questions sur les relations que j'ai pu avoir, évidemment que si j'écris un livre là-dessus, j'ai rencontré des gens qui font partie de cette mouvance, et qui prônent ce genre de choses et qui le pratiquent. Après, je ne sais pas à quel niveau, je ne vais pas non plus en dire trop, vous le comprenez bien, parce qu'il y a le secret des sources. Qu'est-ce qui a pu déclencher ça? Je me souviens par exemple moi j'ai plusieurs exemples comme ça, parce qu'il y a toute une génération en fait qui était très très jeune en 2016, hein, genre dans les 14 ans, 15 ans, qui était lycéen. Et il y a eu, si vous vous souvenez, c'est un élément déclencheur qui a été très important, qui à mon avis a fait basculer ce mouvement et a vraiment provoqué la constitution d'un vrai Black Bloc dans ces manifestations-là, un Black Bloc à la française entre guillemets. C'était l'incident du lycée Bergson à Paris. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Alors c'était un peu le premier mouvement social où tous les portables filmaient, où il y avait des images un peu partout. Et le lycée Bergson, dans le 19e arrondissement à Paris, il y a un blocage de lycée, ça chahute un peu, etc. Et il y a des policiers qui interviennent de manière très très musclée, c'est moins on puisse dire. Et l'un d'eux, il a été condamné depuis, mais qui se livre à des violences et qui relève un lycéen. Il fait d'abord tomber le lycéen par terre, il le relève, il lui remet un coup de poing, et l'image est diffusée partout. Et à l'époque, on n'avait pas conscience de la puissance des réseaux sociaux à ce point-là, mais ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et le lendemain matin, le commissariat du 19e a été attaqué par ces lycéens-là. Mais ils étaient des centaines, hein, c'était très impressionnant. Et ça, j'en connais un certain nombre qui, suite à cet événement, qui me disent, du coup, on s'est habillé en noir, du jour au lendemain, on défilait très, très tranquillement, très naïvement, etc. Et là, on s'est radicalisé. Et ce genre de dérapage policier, certains qui ont été confrontés à la violence policière, disent-ils, disent que c'est cet événement-là, en fait, qui a été la source de leur révolte, et qui les a fait basculer dans une manière de manifester illégale et plus violente. Beaucoup disent ça. Après, vous pouvez avoir des blessures aussi intimes, personnelles. Hein, c'est autant d'histoires que d'individus. Il y en a qui ont eu les huissiers chez eux les 4 matins, que ça a révolté. Il y a eu, mais très franchement, des très jeunes qui vont souvent manifester très 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 naïvement. Ils savent pas, faut demander une autorisation. Ils vont à n'importe quelle heure, ils chahutent, ils machin, qui comprennent pas. Ils savent même pas qu'il faut demander une autorisation pour manifester. Ils se retrouvent confrontés à un maintien de l'ordre un peu vigoureux et parfois violent ou perçu comme tel. Ça a souvent été un élément déclencheur. Et puis après, si vous voulez, il y a un effet grossissant. Un machin connaît machin qui a été victime de violence, etc. Donc, pour beaucoup, ça a été un élément déclencheur. Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Diaz. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Bonsoir Monsieur Vincent. J'ai lu avec beaucoup d'attention votre ouvrage, et j'ai écouté aussi avec beaucoup d'attention vos propos, donc j'aurais quelques remarques préalables avant ma question. Quand vous décrivez les Black Blocs, leur caractère jovial, vous employez à plusieurs reprises le mot sympathique, vous décrivez un contexte un peu enfantin, ludique, par exemple quand il y a le saccage d'une supérette, parce que c'est bien sympa d'aller boire un petit coup ensemble après. Quand vous trouvez presque une excuse ou une justification à la radicalisation,
par exemple, quand vous déclarez dans le Figaro, je crois, il y a quelques semaines, que le meilleur agent recruteur des Black Blocs s'appelle Emmanuel Macron, et je ne soutiens absolument pas la politique d'Emmanuel Macron. Quand vous accusez la police, d'ailleurs, quand vous parlez d'eux dans votre ouvrage, vous employez souvent le terme flic, qui est quand même plutôt un terme péjoratif. Quand vous faites le choix de mettre en lumière l'anecdote que vous venez d'évoquer sur le lycée, donc le lycée Voltaire dans le 11e à Paris, et puis aussi quand vous démystifiez un peu le côté obscur des Black Blocs en disant que c'est un milieu qui s'est féminisé, que c'est un milieu populaire, ce sont des jeunes un peu naïfs qui ne savent même pas qu'il faut faire une demande, une déclaration pour manifester, en gros que c'est monsieur et madame tout le monde. Est-ce que, en faisant le choix de mettre en lumière ces aspects, est-ce que vous n'avez pas un peu la pression d'avoir une part de complicité dans la banalisation, voire la valorisation, la mise en valeur de ces violences? Ouh, c'est surprenant. Non, mais c'est surprenant parce que, bon, moi, si vous voulez, je suis venu ici et de bon gré pour essayer de vous éclaircir, enfin, de vous donner peut-être des clés de compréhension à mon modeste niveau. Moi, je suis très modeste, je ne suis pas une encyclopédie des Black Blocs, je ne connais pas tout le monde, je ne comprends pas tout. Voilà, je suis venu là pour ça. Si vous voulez faire une critique de mon bouquin, on va peut-être débattre de 2 heures si mon bouquin est bien ou pas écrit ou pas. Si... Non, mais j'ai pas. Enfin, non, mais d'abord, pardonnez-moi, mais j'utilise le mot flic. Vous verrez que le livre est écrit de manière un peu familière, comme parlent les jeunes. Je suis désolé, Linda Kebab, que je connais, avec qui j'ai participé à plusieurs débats, quand on parle entre nous, on dit flic. Un flic appelle un flic. Les syndicats de flics disent, les policiers disent, je dis flic exprès, disent flic entre eux. Donc dire que là, franchement, bon, l'anecdote de. Oui, non, mais enfin, moi, je veux bien. Si vous voulez, on peut faire un. On peut faire toute une critique du livre et passer 3 heures à faire un procès stalinien de mon livre et me dire que je suis peut-être complice. Non, je n'ai pas du tout l'impression d'être complice. Non, mais ma réponse est non, je ne suis pas complice. Je ne comprends même pas qu'on puisse me poser cette question, pardonnez-moi, mais là, j'ai du mal à comprendre, très franchement. Mais je pense que ce n'est pas forcément le plus intéressant. Mais vous avez le droit de ne pas aimer mon livre. Ah ben non, je ne suis pas complice. Non, alors là, pardonnez-moi, mais je comprends. Enfin, j'allais dire, ne le prenez pas mal, mais je ne vous permets pas de dire ça, parce que moi, je ne vous accuse pas d'être complice de quoi que ce soit. Non, je ne suis pas complice. Eh ben, ma réponse, c'est... Je trouve cette question un peu bizarre, mais bon. D'accord, je vous ai répondu. Non, et non. Et voilà. Mais j'ai le droit de ne pas aimer cette question. Mais bon, non, parlons plus. J'y réponds. Très bien. Il y avait M. Caron et ensuite M. Taverne. Merci, Monsieur le Président. Et pour rebondir sur ce que je viens d'entendre, je tiens juste à rappeler que Monsieur Thierry Vincent est un journaliste expérimenté, réputé dans le métier, qui a travaillé pour de grands médias, pour Envoyé spécial notamment, et que j'ai lu ce livre, et qui est un travail journalistique. C'est certainement pas un plaidoyer pour les Black Blocs ou pour nous proposer une vision romantique de leurs actions. Donc Non, mais pour les personnes qui nous regardent et qui nous suivent, parce qu'il faut quand même rappeler, chers collègues, que des citoyens, des citoyennes peuvent écouter ce qui se passe ici et pourraient avoir peut-être, en raison de votre intervention, une vision erronée sur le travail de M. Thierry Vincent. Donc je tenais juste à clarifier ces éléments. Oui, comme vous donnez le vôtre. D'accord. Simplement, la différence, c'est que je n'accuse pas, moi, monsieur, d'éventuellement d'encourager les gens à rejoindre les Black Blocs ou de faire leur promotion. C'est ce que vous avez dit. Parfois, les questions sont des accusations. Ne jouez pas les innocentes. En l'occurrence, c'est un rôle qui vous va très mal. Écoutez, on n'est pas là pour... Je vais la poser. On est en commission d'enquête. L'objectif est de faire en sorte que l'on puisse avoir un échange avec les personnes qui sont présentes. Si vous voulez, on s'organisera des temps de débat entre nous, mais je pense que voilà, on va en rester là. Donc, Monsieur Caron, venons-en au fait. Alors, c'est un livre qui est intéressant, qui mériterait qu'on s'y arrête vraiment longuement. D'abord, je pense, Monsieur Vincent, que ce que vous montrez, il y avait une question tout à l'heure d'un de mes collègues sur est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne des ordres sur la manière de se procurer le matériel, etc. Il semble que dans ce que vous décrivez, au contraire, vous expliquez l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'autonomie qui est laissée à chaque membre qui décide tout à coup de se joindre au Black Bloc, dont vous expliquez très bien que c'est un mode opératoire Black Bloc et que ça n'est pas la désignation de tel ou tel militant. On n'est pas un Black Bloc, on participe
tout à coup, on fait partie du Black Bloc ponctuellement, une fois, 3 fois, 4 fois. Bon, ça, c'est déjà un point intéressant. Vous expliquez aussi, et vous me direz si je me trompe, que ce qui alimente les troupes des Black Blocs, c'est une colère sociale. Donc finalement, ce que vous semblez expliquer, c'est que moins il y a de démocratie, plus les vecteurs classiques de l'expression républicaine sont abîmés, plus des violences policières sont constatées, plus ça va alimenter éventuellement le nombre de personnes qui vont souhaiter se joindre à ce genre d'expression. Donc ça nous en apprend, puisque je pense qu'on est dans l'objet même, pour le coup, de notre commission d'enquête, qui est de comprendre les mécanismes, l'organisation des violences, puisqu'on parle bien là très clairement de violence et non pas de dégradation, des violences perpétrées par les Black Blocs. Vous expliquez aussi qu'il ne faut pas exclure les militants d'extrême droite des Black Blocs, ils en font partie. Alors après, il faudrait mesurer, peut-être vous allez pouvoir nous le préciser, dans quelle mesure les mouvements d'extrême droite sont liés au Black Bloc, en tout cas des personnalités d'extrême droite. Vous prenez l'exemple, par exemple, des violences à l'Arc de Triomphe en 2018, dont vous rappelez que les auteurs étaient des militants d'extrême droite, notamment du Front National, des néofascistes, qui ont été condamnés par la justice, donc ils ne sont pas exempts du phénomène Black Bloc, ils peuvent s'y mêler. Mais je voudrais que vous nous précisiez le lien qu'il peut avoir, ou qu'il n'existe pas du tout, entre ce mouvement, qui n'est pas un mouvement, ce mode opératoire, et des partis politiques. Est-ce qu'il y a un lien ou pas du tout? Vous semblez dire que non. Mais je voudrais que vous exprimiez là-dessus, dans la mesure où vous expliquez que beaucoup des Black Blocs, des personnes qui participent au Black Bloc, pour être plus précis, sont des personnes qui souvent ne votent pas, sont assez dépolitisées et précisément se tournent vers ce mode d'action parce qu'ils ne croient plus en la politique. Vous donnez des exemples d'un jeune homme notamment qui avait voté à la présidentielle, qui avait été très déçu de ce qui s'était passé ensuite, qui a dit « Ok, bah moi, mon seul moyen d'expression, c'est la violence ». Alors sur la première partie, qui serait la présence de militants d'extrême droite au sein des Black Blocs, ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est que le Black Bloc étant ça fait 10 fois que je le dis, mais une pratique de manifestation, je dis qu'il y a déjà eu dans des manifestations d'ultra-droite, c'est beaucoup plus rare, hein, parce que déjà il y a moins de manifestations d'ultra-droite avec moins de monde, mais ça peut arriver aussi, j'ai pris l'exemple des manifestations après la tragique affaire Lola, mais c'est arrivé aussi lors de Manif pour tous. Vous avez eu parfois la constitution d'un petit bloc avec des gens masqués en noir et avec un peu les mêmes méthodes. Il n'y a pas 10 000, quand vous affrontez la police, il n'y a pas non plus 10 000 méthodes. Hein. Vous avez un peu aussi les mêmes armes, enfin, ou même défensives, les lunettes, etc. Donc, mais je ne voulais pas dire dans les Black Blocs actuels de ces manifestations-là, il y avait des militants d'extrême droite. Après, la question, alors si ça existe, c'est probablement extrêmement minoritaire. La question peut se poser, parce que ça s'est tellement diversifié, effectivement, c'est tellement, monsieur tout le monde, que la question peut se poser notamment sur un événement précis qui est le 1er mai. Il y a eu des militants du Parti communiste qui ont été attaqués. Alors, que des militants autonomes s'en prennent à des militants du Parti communiste, hein, bon, c'est la rivalité entre les gauchistes et les communistes, pour faire très rapide, c'est pas intellectuellement, idéologiquement impossible et incohérent. On peut quand même se poser la question lorsque, sur un canal d'ultra-droite, que j'ai pas envie de nommer ici, mais c'est assez curieux d'ailleurs qu'il soit encore légal, puisque c'est un canal qui diffuse, s'il s'appelle West Casual, on peut le noter, il est connu, qui diffuse sans arrêt d'ailleurs des violences commises par en toute impunité, diffuse des violences, des gens agressés par des militants d'ultra-droite. Bon, bah, sur ce canal-là, c'est un peu une signature, ils ont montré un drapeau du Parti communiste, ils sont pris en photo avec un drapeau du Parti communiste qu'ils avaient, disent-ils, volé à l'occasion de cette manifestation du 1er mai. Donc, en quelque sorte, ils ont revendiqué cette attaque du Parti communiste. C'est peut-être un point de détail, cette attaque, mais cette affaire, mais bon, c'est vrai qu'ils l'avaient, le drapeau du Parti communiste. Alors, je doute qu'ils en aient un chez eux. Ils l'ont montré juste après, en revendiquant ainsi l'attaque. Donc, il n'est pas complètement impossible que, par moment, il y ait aussi des militants d'extrême droite qui se sont amusés à se prendre en photo dans la manif. Bon, ils étaient à titre individuel, mais pour dire on est là aussi. Donc, je ne sais pas, c'est probablement extrêmement minoritaire, mais qu'il y ait aussi très ponctuellement, et c'est cette affaire d'agression du Parti communiste qui me laisse penser ça, qui est très ponctuellement peut-être des militants néofascistes là-dedans. Vous ne savez pas qui y a sous les cagoules, vous ne savez pas, c'est bien le grand mystère, c'est fait pour ça. Donc après, ça peut être n'importe qui, ils ne seraient pas reconnus de toute façon, même s'ils sont à côté de leurs ennemis politiques.
Pour l'autre question sur les liens avec des partis politiques, pour le coup institutionnels, moi je n'en ai jamais vu et au contraire, cette radicalité qu'incarne le Bloc s'est construite en opposition aux partis politiques traditionnels, notamment les partis politiques de gauche qui sont dans le champ électoraliste, démocratique, etc. J'ai lu, comme tout le monde, que notamment la France Insoumise est beaucoup, pour mettre les pieds dans le plat, est beaucoup soupçonnée, ou peut-être de complicité, ou de, je ne sais pas, de connivence. Je sais pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais vu, dans les militants que j'ai interviewés longtemps, jamais vu quelqu'un qui, de près ou de loin, était lié à France Insoumise, adhérent, sympathisant, quoi que ce soit, jamais. Je rappellerai que vous pourrez regarder en vidéo, il y a eu j'ai regardé tout à l'heure, donc la date est précise, c'est le 23 septembre 2017, il y a une manifestation organisée par la France Insoumise à laquelle s'invitent les Black Blocs, ils s'invitent, hein, ils ne sont pas conviés évidemment, qui se termine par un discours de Jean-Luc Mélenchon, et il y a des incidents, il y a des bagarres entre militants insoumis et des éléments plus radicaux qui s'en prennent à eux, en gros, sur le thème, ils sont déjà un peu collabos, complices du système, etc. Donc, Jean-Luc Mélenchon, non, n'est pas du tout l'idole des Black Blocs. C'est quelqu'un qui, pour parler vraiment très franchement, c'est quelqu'un qui était ministre, il ne faut pas l'oublier, de Lionel Jospin, qui était sénateur pendant 35 ans. À ce niveau-là, il représente un peu tout ce que ces gens-là n'aiment pas. Moi, voilà, je ne connais pas de lien ni avec d'autres partis politiques d'extrême gauche. Ce sont des gens qui se sont construits hors parti, en opposition au parti, en fait. Je ne sais pas si j'étais clair dans ma réponse. Très bien. Je disais tout à l'heure que dans votre ouvrage, il y a parfois un peu des paradoxes. Des paradoxes parce que, comme je disais, d'un côté... c'est une mouvance pas organisée, de l'autre côté, des modes opératoires organisés. Mais je pense que ce que vous décrivez, c'est la réalité. Enfin, en tout cas, c'est vrai que c'est contrasté. De la même manière, on peut dire, enfin, je pense ne pas me tromper en disant que ce qui caractérise les Black Blocs, c'est à un moment donné un mode opératoire qui, effectivement, s'exprime par la violence. Après, il peut y avoir toute une sorte de typologie. Certains considérant que la violence, c'est un moyen pour essayer d'obtenir quelque chose, et puis d'autres, presque même dans une forme de violence pour la violence. Et ça, vous le décrivez. Mais ce que j'ai trouvé étonnant, c'est qu'à un moment donné, vous évoquez que parmi les Black Blocs peuvent se retrouver des gens qui, quand vous regardez leur filiation idéologique, ce sont des militants pacifistes. Et là, on se dit, comment est-ce que c'est conciliable, quoi. Donc, est-ce que là-dessus, vous pouvez nous donner des éléments, comment des gens qui, arrivant en quelque sorte d'une mouvance pacifiste, peuvent-ils se retrouver Black Bloc ? C'est-à-dire employant justement l'inverse de ce qu'ils pouvaient à un moment donné prôner. Parce que probablement ils sont déçus par le peu de résultats qu'a apporté selon eux la non-violence. Je vais peut-être répondre d'abord à votre premier point. Vous avez raison. Dans ce que je vous dis, dans mes propos et dans le livre, il y a des choses paradoxales. Paradoxal, ça ne veut pas dire forcément contradictoire, mais parce que le Black Bloc, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que c'est un mélange, effectivement, d'organisation, parce que oui, il faut s'organiser, il faut même, vous avez répartition des tâches entre ceux qui ramassent les cailloux, ceux qui les donnent, ceux qui cachent les autres, ceux qui font le guet, mais ça s'organise peut-être plus ou moins sur le terrain, etc. Mais c'est un mélange d'organisation et d'improvisation. La force du Black Bloc, c'est ça, c'est cette grande part d'improvisation. Si c'était vraiment très très militaire, une armée professionnelle, si vous voulez, ça serait beaucoup plus facile à contrer pour la police. Donc oui, c'est paradoxal, mais je pense que la réalité, elle est paradoxale. Je pense qu'il y en a qui viennent en manifestation, effectivement, ils savent pas en fait au départ. Ils sont parfois Black Bloc, parfois pas. Ils savent pas forcément au départ. Ça va être un peu les circonstances. Est-ce qu'ils vont dépasser les limites de la légalité ou pas? Je pense qu'il y en a beaucoup qui au départ savent pas. Ça va dépendre un peu des circonstances. Alors, oui, pardon.
Non, vous voulez me faire une remarque peut-être? Non, D'accord. effectivement, on a eu d'autres interventions qui allaient dans le même sens, qui disaient que voilà, c'est notamment de services de police qui indiquaient à peu de choses près les mêmes mots, quoi. Bon, bah, j'ai pas complètement tort. C'est dommage que Madame Diaz soit plus là. Elle aurait pu voir que je ne que j'ai parfois les mêmes analyses que la police, et c'est que je ne suis pas en train de vous lui direz, parce qu'elle voit bien que je ne suis pas le démon et l'ange noir des Black Blocs qui organisent tout ça derrière. Vous imaginez bien que non, je ne suis pas complice, monsieur, rassurez-vous. Et sinon, oui, bah écoutez, c'est vrai qu'il y en a qui au départ, tous, j'allais dire au départ, enfin tous, beaucoup, en tout cas la plupart, n'ont pas commencé. Vous ne commencez pas votre première manifestation en vous habillant en noir et en affrontant la police et en allant casser des banques, si vous voulez. Ce n'est pas forcément ce que vous faites en premier. Donc la plupart ont fait des manifestations avant de manière pacifique. Certains ont été syndicalistes, certains ont été militants associatifs, tout simplement citoyens qui vont manifester. Et parfois, effectivement, étant assez convaincus enfin très très légaliste, et pensant en gros que la casse c'était pas bien. Mais ce qui a été constaté, là je parle d'un phénomène politique, à mon sens, peut-être que j'outrepasse mes modestes compétences, mais je ne suis pas le seul à le dire. Je pense que beaucoup ont été déçus par la démocratie. Il y a quelque chose qui revient souvent, qu'on me cite, c'est comme péché originel de la démocratie actuelle. On me cite souvent le TCE en 2005, donc le traité constitutionnel européen, donc un référendum. Le non l'a emporté largement, à 55% à peu près, je crois. Et après, il y a eu le traité de Lisbonne qui, moi, techniquement, je ne suis pas compétent pour vous dire si c'est la même chose ou pas, mais enfin, en gros, les gens ont eu l'impression qu'on les a entourloupés et que finalement, on avait remis ce traité constitutionnel européen en catimini avec le traité de Lisbonne. Et depuis 2005, il n'y a pas eu de référendum. Là, par exemple, il y a eu 2 demandes de référendum du RIP qui ont été rejetées pour des raisons constitutionnelles. Apparemment, il est très, très difficile à mettre en place. Et beaucoup de gens, depuis ça, se disent le vote ne sert à rien, finalement. On n'en tient pas compte. Et je vous assure que c'est quelque chose qu'il faut écouter. Ça. Je suis certain que vous l'écoutez. D'ailleurs, vous êtes des élus, mais vous devez vous aussi vous rendre compte que les partis politiques, les élus, mais plus ils sont au sommet, plus ils sont discrédités. Les élus de terrain, je pense, le sont un peu moins. Et c'est ça le vrai phénomène inquiétant. Et effectivement, M. Caron prenait l'exemple que je citais d'un jeune homme qui avait voté avec grand enthousiasme pour François Hollande en 2012, votant pour le candidat de gauche qui disait « mon ennemi, c'est la finance ». Et quand 4 ans après, il voit qu'il fait une loi libéralisant le marché du travail, effectivement, il y a une grosse colère. Loi qui n'était pas au départ dans le programme. Donc c'est perçu comme une trahison. Donc, je pense d'ailleurs que un peu tous les pouvoirs politiques ont des responsabilités là-dedans. Là, c'est le débat plus large sur le discrédit des partis politiques et des institutions. Mais pour moi, c'est vraiment là-dessus qu'il faut s'interroger. C'est pas des gens violents au départ pour beaucoup d'entre eux. Hein. Vous avez sûrement des cas individuels ou certains qui relèvent du hooliganisme, mais pour beaucoup de gens, c'est pas forcément des gens intrinsèquement violents, mais qui, en tout cas, c'est leur discours qui disent, regardez ça. Et le TCE, par exemple, c'est un truc qu'on me ressort souvent. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais effectivement, on peut passer d'une méthode de manifestation très très légaliste et très pacifiste à un mode illégal et plus violent parce qu'on était déçus et constaté l'inefficacité et eu l'impression de ne pas être entendu surtout. Très bien. Monsieur Taverne. Et puis ensuite... Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Monsieur Vincent, tout à l'heure, en fait, j'ai parlé d'escalade, de désescalade. Et vous m'avez dit, vous souhaitez une réponse policière plus importante. C'est pas tout ce que je voulais dire. Et si vous voulez, nous avons auditionné les policiers et les gendarmes. Au contraire, ils disent, au fur et à mesure des années, on nous a retiré de plus en plus de moyens. Dans votre livre, vous utilisez le terme des policiers surarmés. Donc, et les policiers et les gendarmes disent le contraire. Non, justement, au fur et à mesure des années, on nous a retiré des moyens. Et même la hiérarchie, d'ailleurs. Ce que je voulais savoir, c'est que vous avez évoqué violence policière. Moi, la réponse que je voudrais avoir, c'est que, en tout cas que je souhaiterais de votre part, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez, le maintien de l'ordre, je connais très bien, les Black Blocs, pour y avoir été confronté pendant des années, notamment chez mon collègue Mourad Bellamiti à Nantes et à Rennes, les violences sont très importantes.
quand vous avez un de vos collègues juste à côté qui a 2 mois de police et qui prend un pavé pleine tête, qui tombe à côté, et quand vous voyez ça, alors qu'il est sous votre responsabilité, qu'il n'a rien demandé, hein, je peux vous assurer que ça vous marque quand même un petit peu. Et donc là-dessus, est-ce que vous pensez justement que la réponse policière est adaptée par rapport à la violence de plus en plus décomplexée, justement, des Black Blocs? Parce qu'on parle systématiquement de violence policière, violence policière, violence policière. Mais quand on voit les images, ne serait-ce qu'à Sainte-Soline, et effectivement, vous avez dit oui, beaucoup plus de gendarmes, etc., mais en milieu rural, ça n'a strictement rien à voir qu'en milieu urbain. Donc là-dessus, justement, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas forcément de violence policière, mais que la réponse qui est donnée par les forces de l'ordre est proportionnée par rapport à ce qu'ils subissent? Parce qu'on parle de catégorie tout à l'heure. Un cocktail Molotov, c'est la catégorie A, c'est ce qu'utilisaient les Russes pour les panzers allemands. Donc voilà la question. Est-ce que vous pensez justement qu'aujourd'hui, effectivement, les Black Blocs sont de plus en plus violents, ce qui fait que les forces de l'ordre doivent répondre d'une façon peut-être un peu plus proportionnée vis-à-vis de la gravité de l'atteinte? Merci. Vous aimez bien reposer souvent la même question en espérant que je fasse la réponse que vous attendez, mais je suis désolé. D'abord, je ne suis pas sûr que ça soit l'objet de cette commission et que je sois compétent, que ce soit très, très intéressant d'avoir mon avis sur est-ce qu'il y a des violences policières ou pas. Vous noterez que j'ai toujours dit une fermeté de la réponse policière perçue comme des violences. J'essaie d'être prudent et le plus impartial possible. Que ça vous plaise ou pas, les gens qui ont manifesté avec les Gilets jaunes, il y a eu des mutilés. L'ont-ils mérité ou pas? Vous pensez peut-être qu'ils l'ont mérité Non, j'en sais rien. Non, mais vous me faites des procès d'intention. C'est pas grave, je vous taquinais, monsieur. C'est pas grave. Non, mais écoutez, vous voulez sans arrêt me faire dire que la réponse policière, vous me dites, elle n'est pas assez proportionnée, il faudrait qu'il tape plus dur. Moi, je vous dis que ce que j'ai constaté. D'abord, ce que vous dites sur les moyens, c'est très, très intéressant parce que, justement, la police dit la même chose que moi. Les policiers disent, on nous a enlevé les moyens humains. Et pour compenser, on nous a mis des armes et des moyens quasi militaires. Je suis désolé. C'est ça qui se passe. S'il y avait, à la limite, s'il y avait plus d'effectifs de CRS, vous auriez certainement besoin de moins de LBD 40, de grenades de désencerclement, etc. Les grenades de désencerclement, c'est fait pour quand les policiers sont isolés, qui sont dans un guet-apens, qui ne peuvent pas se défendre. Pour garder la distance aussi. Mais si vous aviez plus de moyens humains, vous auriez moins besoin de ces armes. Vous me dites, est-ce qu'il faut encore armer plus la police? Je ne sais pas si je suis compétent pour répondre à ça et si j'avais une personne. Vous m'avez demandé si la réponse de la police est proportionnée. Oui. 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 Est-ce que vous pensez que justement, excusez-moi, monsieur le Président, est-ce que vous pensez justement que la violence des Black Blocs est plus importante aujourd'hui, ce qui fait que les policiers peut-être doivent se défendre peut-être avec des moyens quand même plus importants? Mais je comprends, monsieur, mais c'est ce que je vous essaye de vous expliquer sur la poule et l'œuf. Et moi, je n'ai pas envie de trancher les débats parce que ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis un observateur clinique, un journaliste qui essaye de rester impartial. Je constate que les deux violences augmentent de manière parallèle. Je ne vais pas vous dire c'est machin qui a commencé, chacun dit que c'est l'autre qui a commencé. Je dis que s'il faut une stratégie de désescalade, ça ne sera pas en armant encore plus la police, en ayant une réponse encore plus dure, encore, attention, je dis perçue, comme plus violente de la part de la police. C'est ça que je vous dis. Les policiers se plaignent qu'ils ont moins de moyens humains et que pour compenser ça, on leur a donné des armes, justement. Ils ne sont pas forcément ravis d'avoir... écoutez... oui, mais vous disent des choses en off, un journaliste parfois qui vous disent peut-être pas, mais moi je vous le dis. Mais ça m'étonne que personne ne se soit plaint évidemment, comme ils ont moins d'effectifs, ils préfèrent plutôt que rien que d'avoir des armes. Oui, parce que ils ont peur, ils ont envie de se défendre. Mais je vous assure que moi, écoutez, c'est quelque chose qu'on m'a dit. Vous me croyez pas, vous me posez la question. Non, mais je vous réponds. Ils ont moins de moyens humains et on a compensé. Évidemment, ça coûte moins cher de les surarmer. Que d'embaucher, de maintenir les effectifs. Donc, bon, voilà, moi je pense que c'est une réponse qui peut être dangereuse. Ils vivent quand même, certains policiers vivent dans la terreur aussi, qui est un mort, un blessé grave, bavure, comme on disait avant, etc. Il y a aussi sur... Pardon? Mais comment vous pouvez mettre... Écoutez, monsieur, comment vous pouvez mettre sur le même plan un groupe constitué qui représente l'État, qui est la police, et en face, où c'est un groupe complètement flou? Vous dites, ah oui, mais en face, ils sont plus méchants que... Je ne sais pas quoi vous dire, mais vous en avez qui représentent la police, qui représentent l'État.
où c'est l'État qui décide est-ce qu'ils ont le droit de faire ça, est-ce qu'on les arme plus, est-ce qu'on en met plus ou moins. Vous me demandez, voilà, est-ce que la réponse de la police est disproportionnée? Est-ce que vous allez me demander si la réponse des Black Blocs ou les attaques des Black Blocs contre la police est proportionnée ou pas? Est-ce que vous voulez que je demande aux Black Blocs d'être peut-être moins violents? C'est ça que vous voudriez que je fasse? Je ne comprends pas du tout votre question. Je vous dis que moi, je trouve qu'il y a un certain surarmement, effectivement, de la police et des armes dangereuses qui sont utilisées. Il y a eu, et vous le savez, et vous avez l'air de le regretter d'ailleurs, et j'en doute pas, des mutilés, des gens qui défilaient pacifiquement, qui n'avaient rien fait. Si vous voulez aller encore plus loin dans ça, vous allez évidemment augmenter le ressentiment. C'est pas une stratégie de désescalade, ça. Après, les cocktails Molotov, il faut quand même relativiser. Hein. C'est relativement rare qu'il y en ait. Il y en a, là, il y en a 8. Non, mais attendez, c'est pas dans toutes les manifestations, monsieur, les cocktails Molotov. C'est pas dans toutes les manifestations. Hein, on est d'accord. Et quand il y en a 1, 2, 3 dans une manifestation, c'était bien la lune hein, à l'époque. C'est vrai qu'il y en a plus, non, je vous accorde qu'il y en a plus, mais il ne faut pas faire croire qu'il y a des cocktails Molotov à chaque manifestation. Quand il y en a, c'est un signe effectivement de radicalisation importante. Et ça a été le cas là récemment. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je ne peux pas vous répondre autrement que ça. Et non, je pense que la réponse policière n'est pas adaptée. Voilà. Mais ça, ce n'est que mon avis. Je ne suis pas du tout sûr d'être compétent pour pouvoir m'exprimer là-dessus. Très bien. Monsieur Bellamiti, et puis ensuite, on va clore évidemment le débat. Merci, Monsieur le Président. 3 points. D'abord, sur les effectifs. Vous nous disiez il y a quelques instants que lorsque les CRS, en tout cas les agents du maintien de l'ordre, organisaient des colonnes autour de manifestants, ça avait pour conséquence d'attiser les violences, je reprends vos propos, et d'exciter un peu les foules. Or là, vous nous dites précisément que parce qu'il y a moins d'effectifs, et entre parenthèses, mieux équipés pour le maintien de l'ordre, alors ça excite les manifestants. Où est la vérité? Est-ce que il faut en mettre plus? Est-ce qu'il faut en mettre moins? Moi, en tout cas, je me réjouis d'appartenir à une majorité qui vote des budgets pour qu'on recrute plus d'agents de force de l'ordre, y compris pour le maintien de l'ordre. Et je pense que effectivement, les deux doivent aller de pair. Il faut plus d'effectifs et plus de moyens techniques. Sur la deuxième question que je voulais vous soumettre, qui est dans la continuité de ce que notre collègue a interrogé sur les origines des Black Blocs. Moi, je me souviens, je crois que c'était en Italie, il y avait un rassemblement, je ne sais pas si c'était le G8 à l'époque ou le G7, enfin bref, où on avait commencé à voir, je crois que c'était à Gênes, on avait commencé à voir apparaître ces groupements. Or, je constate effectivement, je n'avais pas connaissance de cette interview, je constate que vous avez dit au Figaro, dans une interview, que, et je vais vous citer pour ne pas faire d'erreur, oui, finalement, Emmanuel Macron est le meilleur agent recruteur des Black Blocs. Alors, est-ce que c'est une formule? Est-ce qu'on n'a pas là une mouvance internationale qui contamine finalement nos manifestations? Ou est-ce que, comme vous semblez le dire dans le Figaro, ce serait un problème endémique à la France? Je ne sais pas là aussi où est la vérité. Et troisième et dernière question, sur la structuration. Évidemment qu'il n'y a pas de ligne de commandement ferme, permanente et établie. On n'est pas sur des structures formelles, mais on sait bien que la dissimulation, puisque la dissimulation permanente finalement de ces acteurs fait qu'ils se réveillent ou ils s'activent à un certain moment et disparaissent à un autre. Et donc, ça ne veut pas dire que quand ils sont actifs, il n'y a pas de structuration et d'ordre établi. Vous voyez, la nuance, elle est là. C'est-à-dire que quelle est la structuration, le respect également des codes dans ces mouvements, une fois qu'ils s'établissent. Une fois qu'ils disparaissent, évidemment, là, c'est plus difficile de les lire et de les traduire. Mais c'était ça ma question tout à l'heure. C'est quand ils sont en situation de manifestation, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une forme d'auto-organisation, un tel va chercher les cailloux. Comment ça se structure? Et est-ce que ça se retrouve finalement de manif en manif? Voilà, je vous remercie. Vous me prêtez un savoir potentiel et des compétences et des connaissances que je n'ai pas. Je suis désolé, encore une fois, je n'ai pas fait d'infiltration. Je ne suis pas, contrairement à ce que dit Madame Diaz, ni même complice, mais même j'ai jamais été, si vous voulez, j'ai pas été à l'intérieur d'un Black Bloc. Moi, je ne suis pas évidemment habillé en noir, j'ai rien fait d'illégal. Je suis toujours resté observateur journaliste avec mon brassard de presse, regardant ça. Bon.
avec quand même la distance de sécurité un petit peu, etc. Donc moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, je suis incapable de vous répondre de manière plus précise que ce que j'ai fait à ça. Non, mais je vois, il y a... oui, je les vois qui se cagoulent à un moment, je vois que... mais ça, c'est moi qui interprète, je ne sais pas qui donne un signal, comment, etc. J'en sais rien, je pense que ça change d'une manif à l'autre, les codes. Moi, je ne connais pas les codes. Est-ce qu'il y a des codes secrets? Il ne faut pas non plus imaginer... voilà. Après, je ne sais pas, je constate effectivement qu'il y a une division un peu des tâches. Il y a ceux qui plutôt tiennent la police à distance, pendant essayent de tenir la police à distance, donc ça veut dire s'affronter avec la police pour pas qu'ils interviennent lorsqu'il y a des dégradations. Certains qui effectivement essayent de dissimuler le visage des autres en regardant les caméras de vidéosurveillance. Il y a vraisemblablement une division des tâches comme ça, mais j'en sais beaucoup moins que la police là-dessus. Moi, si vous voulez, c'était pas vraiment ça mon objet d'étude. Pour répondre à... Non, je ne crois pas être contradictoire sur la police, parce que quand je vous ai dit que les policiers qui étaient... Il y a le nombre de policiers, il y a où ils se placent et ce qu'ils font. Je pense que quand le préfet Nunez, au début de cette année, l'automne dernier, je ne crois pas, j'ai pas les chiffres, je ne crois pas qu'il ait mis moins de policiers, simplement il les a mis dans les rues adjacentes, un peu loin, un peu discrets, et ils étaient presque invisibles et il n'y a pas eu de dégradation. C'est ça que je voulais dire. C'est pas une question de nombre, mais s'ils les avaient mis sur les côtés à touche-touche avec les manifestants, avec la tension qu'il peut y avoir dans une manif où une étincelle peut provoquer voilà, un grand désordre, voilà, à mon avis, c'est pas la bonne technique, et j'ai constaté que c'était facteur d'augmentation des tensions lorsque les policiers étaient très très près. C'est d'ailleurs la technique qu'avait adopté le préfet Nunez. C'est ça que je disais. Et oui, vous me demandiez, c'est intéressant. Non, alors effectivement, le Black Bloc n'est pas un phénomène spécifiquement français. Il est né en Allemagne. Je ne vais pas refaire l'histoire. Gênes, effectivement, on en parle. Au départ, c'est dans les sommets internationaux. Hein. Ils apparaissent la première fois à Seattle en 1999. C'est la grande surprise de tout le monde. Ils arrivent quand même à interrompre le sommet. Hein. C'est leur grand succès. À Gênes, ça se termine beaucoup plus mal parce qu'il y a un mort. Au départ, c'est un peu dans les sommets internationaux. Donc, ça n'est pas proprement français. Et c'est même arrivé très tardivement en France, puisqu'encore une fois, c'est arrivé vraiment, véritablement en France en 2016. Il y avait eu il y en avait un peu quand même au sommet de l'OTAN en 2009, mais parce que c'était près de l'Allemagne, avec les Allemands, des Français. Donc, c'est arrivé tardivement en France, donc ça n'est pas spécifiquement français. Mais si vous regardez maintenant, les Français étaient presque, j'allais dire, les Black Blocs sont arrivés très tardivement. Entre guillemets, les Français étaient en retard dans la catégorie Black Blocs, si vous voulez, mais maintenant ils sont presque en avance. On est le pays en Europe, en France, où les Black Blocs sont le plus actifs, les plus nombreux, causent le plus de désordre en manifestation, etc. Manifestement, en Allemagne c'est beaucoup moins qu'avant. Bon, en Italie un petit peu, mais moins. Il reste la Grèce, mais c'est pas une échelle comparable vu que c'est un petit pays. Donc oui, il y a quelque chose de spécifiquement français dans le maintien de l'ordre à la française ces dernières années qui est spécifique. Et je le rappelle, pour moi je maintiens, je pense que les policiers sont surarmés ou qu'il y a des occasions où certaines armes sont utilisées et qu'elles ne devraient pas l'être. Je pense que la réponse policière est parfois trop disproportionné par rapport... Alors évidemment, hein, il y a des cas où il y a des violences de l'autre côté. Moi, je ne vais pas dire machin est plus violent que l'autre, mais je pense que vraiment, pour faire baisser la tension, le mieux est d'avoir une réponse policière présence policière la plus discrète possible, une réponse la plus mesurée, la plus proportionnée possible. Mais ce qui est spécifique à la France quand même, c'est que vous voyez bien qu'on a un pays où on ne se parle plus, on a un pays où il y a une énorme abstention. C'est pas en Italie, en Allemagne, il n'y a pas cette abstention-là. On a un pays où les gens ne croient plus en la politique. C'est pas juste en France, mais c'est quand même beaucoup en France. C'est quand même spécifiquement français. On n'a pas un seul pays, ou pas beaucoup de pays je parle des grandes démocraties occidentales, où il y a un pouvoir aussi vertical et pardon de le dire, aussi autoritaire. Et je ne parle pas spécialement du président actuel. C'était vrai avant aussi, mais en tout cas. Le président actuel, de fait, moi je vous dis ce qui se dit dans les manifestations, est perçu comme très, très autoritaire. Et alors il paye aussi pour ce qui a été fait avant, hein, c'est certain, mais il y a quand même des particularités en France. Ce qui est particulier aussi en France, c'est que les Black Blocs ne sont pas, ce que je disais au début, complètement coupés du reste de la manifestation. Il y a tout un continuum, et il y a des gens qui ont de la sympathie, qu'on le veuille ou pas. Ça fait probablement pas plaisir, mais c'est comme ça. Donc oui, il y a quelque chose de spécifiquement en France. Mais enfin, il y a aussi quelque chose de spécifiquement français. On a plus de manifestations qu'ailleurs.
votre président, votre mentor, ou monsieur le président Macron avait parlé de Gaulois réfractaires. Bon, il y a un côté comme ça aussi. Mais il y a une spécificité française, je dis une banalité, qui fait que le dialogue constructif est difficile et qui fait que donc ça passe souvent par des voies illégales et violentes. Bien, merci beaucoup, Monsieur Vincent. Donc, merci de nous avoir permis d'échanger avec vous, principalement sur la base d'ailleurs de votre ouvrage. Mes chers collègues, je vous donne rendez-vous jeudi à partir de 8h30 dans cette même salle, où nous aurons une journée entière consacrée à des auditions qui, je n'en doute pas, seront également très, très riches. Merci beaucoup et bonne soirée.